Salut à tous, Kentavious Caldwell Pope est un Lakers. Mini coup de théâtre, mini surprise avec l'arrivée de l'arrière des Pistons aux Los Angeles Lakers. Je vous propose, en étant au cœur de l'actualité avec cette acquisition, de faire un petit point sur cette équipe des Los Angeles Lakers qui réalise une intersaison intéressante et qui est en train, pièce après pièce, de mettre en place les éléments d'un puzzle qui commence à prendre forme et qui commence vraiment à être intéressant. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire une analyse intersaison très poussée, un passage au crible vraiment en détail de cette équipe des Lakers, c'est plus de survoler tout ça. Mais du côté de Los Angeles, on a un projet à moyen terme qui est vraiment intéressant, en plus du développement en interne d'un noyau dur de jeunes joueurs, et on a réalisé une bonne intersaison. Donc c'est ce que je voulais développer via cette vidéo. Je vous propose qu'on commence en parlant de la genèse de l'arrivée de KCP aux Lakers. Comment tout cela s'est goupillé, comment cela a été possible. Vous allez voir que c'est un enchaînement d'événements qui amène à cette arrivée aux Lakers. Soit dit en passant, c'est un deal 100% gagnant-gagnant. Caldwell Pope, il touche quand même 18 millions de dollars la saison prochaine, hein, c'est pas rien. Certes, il n'a pas le contrat max qu'il espérait, mais il est vraiment bien payé la saison prochaine et il a la possibilité de faire une bonne saison du côté des Lakers, de faire remonter sa cote et de décrocher enfin le contrat qu'il espérait, plus de 100 millions de dollars sur 4 années. Et puis du côté des Lakers, bien entendu, en ne lui proposant que 1 an, on ne s'ampute pas, on ne se tire pas une balle dans le pied en plombant les finances, et on garde extrêmement de flexibilité pour l'intersaison prochaine, intersaison durant laquelle on a de grandes ambitions du côté des Lakers. C'est le fameux projet à moyen terme dont je vous parlais et qu'on va développer un petit peu plus tard. Donc la genèse, elle est très simple. Caldwell Pope refuse en février 2017 de signer une extension de 5 ans, 80 millions de dollars au total pour rester aux Pistons. Sortez vos calculettes. Il refuse donc en moyenne 16 millions de dollars la saison. L'objectif de KCP, c'était d'avoir le contrat max à la autoporteur, 25 millions la saison. C'est vraiment gourmand parce que quand on compare avec un Hardaway Jr., c'est pas tout à fait le même profil, c'est même pas du tout le même profil de joueur, mais on va dire qui est arrivé en NBA en même temps, qui a un niveau, chacun sa spécialité, mais à peu près comparable. Hardaway Jr. a signé un contrat certes relativement important, mais qui le rémunère à peu près 17 millions de dollars la saison. Donc KCP refuse 16, mais c'était plus ou moins quand même sa valeur du marché. Donc il avait vraiment des grosses attentes en termes de rémunération. Pour ça qu'il tente sa chance à l'intersaison. Sauf que il y a eu un enchaînement d'événements. Le premier, c'est que du côté des Pistons, on a recruté Avery Bradley. Et l'arrivée de Avery Bradley du côté des Pistons, un joueur qui a vraiment le même profil qu'un Caldwell Pope, mais avec plus d'expérience, avec un niveau d'efficacité un tout petit peu supérieur, certes avec moins de potentiel, les années faisant, mais pour le coup un joueur d'impact. L'arrivée de Avery Bradley, qui sera free agent dans 1 an, évidemment arrivait comme un bouchon sur le poste 2 pour que les Pistons fassent une offre à 25 millions de dollars la saison pour KCP, sachant que Bradley demandera vraisemblablement lui aussi 20 dans 1 an. Entre-temps, les Nets, qui faisaient partie de ces équipes NBA avec énormément d'argent en banque, avec énormément de flexibilité sous le salary cap, pourquoi pas faire une offre à KCP après que l'offre qu'ils avaient fait à Otto Porter ait été matchée par les Wizards et que Otto Porter reste un Wizard. Du côté des Nets, on a monté un trade et on a récupéré DeMarre Carroll, on a absorbé l'énorme contrat de DeMarre Carroll, donc on n'avait plus vraiment de flexibilité salariale pour recruter un KCP. On aurait pu lui faire une offre, mais qui aurait été plus ou moins l'offre qui a été refusée aux Pistons. Et puis du côté des Nets, on n'avait pas vraiment besoin d'un arrière. On a déjà D'Angelo Russell, Levert, Kilpatrick. Sur le poste 2, c'est relativement bien fourni côté Nets. On avait besoin d'un ailier, pour ça qu'on visait Porter et qu'on a visé en second couteau un DeMarre Carroll. Donc, on ferme la porte Nets. Derrière, il y avait la possibilité Hawks. Les Hawks ont laissé partir Hardaway Jr. parce qu'il demandait trop. Mais l'enveloppe que les Hawks étaient prêts à allouer
pour un recrutement, eh bien c'était du 14, 15, voire 16 millions maximum la saison. Bref, très en deçà de ce que Caldwell Pope espérait. Et puis, il a fait le tour de la ligue. Il n'y a plus vraiment d'autres équipes qui avaient suffisamment de place sous le salary cap pour absorber les énormes prétentions salariales de KCP. La seule équipe qui gardait une enveloppe un petit peu intéressante, eh bien c'était cette équipe des Lakers. Il leur restait un tout petit peu moins de 18 millions de disponibles sous le salary cap, c'est ce que vous voyez ici. En practical cap space, on est à 17,2. Eh bien, ces 17,2, on les a offerts à KCP qui signe pour 1 an et 18 millions de dollars. Donc, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Parce que c'est une super pioche pour les Lakers. KCP trouve quand même un contrat relativement important. Par contre, ça reste quand même une déception pour KCP qui eh bien, visait un contrat absolument colossal. Un contrat qui, à mon sens, est complètement démesuré par rapport au rendement actuel, là, présentement, du joueur. Même s'il y a du potentiel, ça reste quand même un contrat complètement démesuré. Dites-vous que 25 millions de dollars, il y a 3 ans, je ne suis pas en train de vous parler d'il y a 30 ans, des années 80 ou des années 60, de la préhistoire de la NBA. Je vous parle d'il y a 3 ans. 3 ans, 1, 2, 3. 25 millions de dollars, c'était le contrat de Kobe Bryant et c'était le plus haut salaire de la ligue. En 3 ans, on est passé d'un statut où une superstar de la ligue touche le max à 25, où là maintenant, un joueur moyen qui n'a jamais été All-Star, jamais été All-NBA, demande 25 millions. On en est quand même arrivé là, pour mettre tout ça en perspective. Mais je digresse, parenthèse. Donc, arrivé aux Lakers pour 1 an et 18 millions de dollars. Alors, en l'état, les Lakers ne peuvent pas l'accueillir parce que je viens de vous le montrer, ils n'ont que 17,2. Donc côté Los Angeles, il faut qu'on monte un mini trade, il faut qu'on fasse une petite opération dans les finances de l'équipe, dans le roster, pour bien dégager encore 800 millions de dollars pour accueillir Caldwell Pope. Donc il faut surveiller ça, c'est un point de détail, mais c'est pour être parfaitement clair. Et moi j'aime bien quand c'est clair, quand c'est précis. Donc il faut s'attendre à ce que les Lakers coupent un joueur ou qu'il y ait une petite OP comme ça qui se monte pour accueillir Caldwell Pope et ses 18 millions de dollars. Du côté des Lakers, pourquoi je vous dis que c'est un deal gagnant-gagnant? Parce que on a comme projet, effectivement, d'attaquer l'intersaison 2018, donc dans 1 an, avec le maximum de flexibilité pour essayer d'aller recruter des très gros agents libres. On va y revenir à la fin de la vidéo. Et à la fin de cette saison 2017-2018, donc la prochaine saison, Lopez, Brewer, Randle et du coup KCP seront en fin de contrat. Donc effectivement, l'enveloppe de contrat garanti des Lakers, elle est relativement basse et ils vont avoir pas mal de disponibilité dans les finances à l'intersaison prochaine. Donc l'objectif, c'est ça. C'était pas tant de se renforcer là tout de suite présentement. Si on peut progresser, tant mieux, parce qu'une équipe qui gagne des matchs sera toujours plus attractive et plus compétitive pour attirer des bons free agents. Même si les Lakers sont un gros marché, même s'ils peuvent offrir des contrats max, le fait de dire hey, on est passé pas loin des playoffs, ça peut toujours être plus attractif que de prendre 65 défaites dans la saison qui vient de s'écouler. Donc voilà le projet. Cette équipe des Lakers, elle sort d'une saison évidemment très très compliquée. Mais entre guillemets, c'était une saison de transition, ils tankaient. L'objectif, c'était pas d'être compétitif la saison passée, c'était d'ajouter des pièces au puzzle des Lakers qui commencent à prendre forme pour être compétitifs en 2018, en 2019, etc. Donc, 24e attaque de la Ligue la saison passée, compliqué. 30e défense de la Ligue, la passoire Los Angeles était à l'œuvre. C'était l'équipe qui avait le plus mauvais net rating, donc le différentiel ratio d'attaque, ratio de défense de la Ligue. En termes de réussite au tir, vous voyez que cette équipe des Lakers, il y a beaucoup de bleu, il y a un petit peu d'orange là. C'est les oranges californiennes au-delà de la ligne à 3 points et ici dans la raquette, mais globalement, on avait une productivité d'attaque, une efficacité au tir très 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 en deçà de la moyenne du côté des Lakers. Bref, c'est simple, du côté de Los Angeles, il fallait qu'on puisse se renforcer partout.
On n'était pas bon en attaque, pas bon en défense, pas bon au rebond, pas bon au tir. Donc tout ce qui peut nous renforcer est bon à prendre. Donc du côté des Lakers, effectivement, on était dans un scénario compliqué. Ce qui serait très intéressant, c'est une petite parenthèse, mais ce qui serait très intéressant à développer pour cette équipe des Lakers la saison prochaine, après avoir vu un tout petit peu de Summer League avec Lonzo Ball, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est toujours un indicateur. Lonzo Ball, très clairement, il est à 100% dans son élément dès que ça court, dès qu'on est dans de la transition et dès qu'on est sur de l'open court, comme les chevaux de course, là, dès qu'on ouvre les box, il s'élance à toute vitesse et c'est là qu'il excelle. Il excelle beaucoup plus dans du jeu rapide en transition que dans du jeu placé mi-terrain de ce que j'ai pu voir. Donc, cette équipe des Lakers, elle a vraiment intérêt sur la saison prochaine à accélérer, à jouer vite, à essayer de pousser le tempo le plus vite possible pour s'offrir des séquences en transition. Regardez, c'était déjà la saison passée la 6e équipe qui mettait le plus de points en contre-attaque. Donc on essayait déjà d'accélérer par le passé, c'est bien, il faut qu'on maintienne ce rendement-là. Par contre, regardez, on n'avait que 20 points de percentile sur l'efficacité de l'attaque en transition. Donc ça veut dire que sur un indice 100, on avait une note de 20 en efficacité offensive sur la transition du côté des Lakers. Donc il y avait du volume, on voulait jouer vite, mais il n'y avait pas d'efficacité, et ça expliquait aussi le faible rendement des Lakers en attaque. Mais petite parenthèse tactique, les Lakers doivent essayer d'accélérer la saison prochaine. Alors l'arrivée de KCP, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il apporte? Qui est ce joueur? Eh bien KCP, c'est vraiment l'archétype de ce qu'on appelle le 3&D guy. C'est-à-dire que il est un excellent défenseur et l'essentiel de ce qu'il apporte en attaque, c'est du scoring au-delà de la ligne à 3 points. Donc c'est je défends, je mets les 3 points, le 3&D. Il sort d'une saison à 40% de réussite au tir, ce qui est assez faible. Par contre 35% à 3 points, c'est pas mal. La moyenne NBA est à 35, donc on est au niveau de la moyenne. Mais globalement, pour 33 minutes de temps de jeu, il est à 14 points, 3 rebonds, on va dire 2 passes, 1 interception à 40%. C'est pas extraordinaire. C'est pas un rendement qui est extraordinaire. C'est pour ça que quand vous regardez les stats avancées, eh bien, il a un pourcentage au tir réel assez bas, à 52%. Il a un PER à 13, ce qui est en deçà de la moyenne, parce que c'est pas clairement un joueur qui, quand il est sur le terrain, est dans l'efficacité et dans le noirciment de la feuille de stats. Par contre, quand vous allez regarder l'impact sur sur l'équipe, la capacité à faire gagner son équipe. Vous voyez qu'il a un win share à 4,5, ce qui est pas mal, sachant que cette équipe des Pistons, elle n'a pas gagné énormément de matchs, et il a regardé un box score plus-minus qui est positif et une value over replacement qui est positive. Donc, même s'il ne noircit pas la feuille de stats, eh bien, il a un impact positif sur le rendement de l'équipe. Tout simplement parce que c'est un excellent défenseur. Et quand vous êtes un bon défenseur, eh bien, même si vous ne mettez pas 30 points par match à 60% de réussite, eh bien, ce que vous ne faites pas en attaque, en qualité d'attaque, vous arrivez à le faire en limitant votre adversaire direct. Et c'est comme ça que KCP, il s'en sortait très très bien et qu'il apportait quelque chose à cette équipe des Pistons, en plus un petit peu de capacité à sanctionner à 3 points. Et que demander de plus? Quand vous êtes un coach, c'est tout ce que vous demandez. On a vu cette équipe des Lakers, elle a cruellement besoin de défense, donc quelqu'un comme KCP sera évidemment la bienvenue. Il avait, vous voyez au niveau du simple rating de 82 games, il avait un simple rating relativement bas, mais c'est notamment parce que sa production individuelle en attaque ou sa capacité à prendre des rebonds, faire des passes, etc. était relativement faible. Mais c'est pour ça que je vous dirais toujours, regardez les stats avancées et allez regarder le win share, allez regarder l'impact sur le box score. C'est imparfait, c'est pas complet, mais ça donne une indication. Ce qui est intéressant, c'est que cette équipe des Lakers ne pouvait pas se permettre d'attaquer la saison 2017-2018 en se disant on va tanker. Parce qu'après tout, on pourrait très bien se dire, nous ce qu'on attend,
c'est l'intersaison prochaine, c'est dans un an, l'intersaison 2018. Donc on va continuer à tanker, espérer avoir des bons tours de draft, et puis maximiser nos recrutements de jeunes joueurs, et parallèlement, essayer de recruter des gros free agents. Les Lakers ne peuvent pas le faire, parce que leur tour de draft 2018, eh bien ils l'ont échangé. Ils l'ont échangé à l'époque où les Lakers avaient envoyé du côté des Suns des tours de draft pour récupérer Steve Nash. Et c'était des tours protégés. Et d'année en année, les Lakers arrivaient à activer la protection parce qu'ils étaient mauvais et qu'ils étaient dans le top 3 ou dans le top 5 à la draft. Et du coup, l'échéance passait d'année en année. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'échéance 2018 a été envoyée du côté des Sixers en provenance des Suns, c'est compliqué, et les Sixers ont envoyé ce tour de draft-là aux Celtics. Aux Celtics, quand les Celtics ont échangé leur premier choix, souvenez-vous, contre le troisième. Donc, le statut du tour de draft 2018 des Lakers, qui appartient maintenant aux Celtics, vous me suivez? Eh bien, il est protégé sur la place 1. Donc, si les Lakers font une saison catastrophique et qu'ils ont le premier choix de draft, eh bien, ce choix-là leur appartient toujours. Ils ont le premier choix de la draft prochaine, 2018. Par contre, si ce tour de draft-là tombe sur les places 2, 3, 4 et 5, il appartient aux Celtics. Et si ça tombe sur les choix 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 30, eh bien, ça retourne aux Sixers. Et à ce moment-là, les Celtics ont un tour de draft des Kings. C'est une usine à gaz, ces tours de draft. Mais voilà le schéma. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que là, les Lakers ont monté une équipe qui est quand même relativement compétitive. Je ne suis pas en capacité de vous dire si ça peut faire les playoffs, ça me paraît compliqué, il faudrait que je fasse une analyse beaucoup plus avancée pour ne pas faire de charlatanisme. Mais ce qui est sûr, c'est que voir la probabilité, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de coup de théâtre, pas de blessure, voir la probabilité des Lakers de faire encore une saison à 20, 25, 30 victoires max, et donc d'avoir un très haut tour de draft à la draft 2018 qui appartiendrait aux Celtics, cette probabilité-là est relativement basse. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les Celtics, et c'est une bonne nouvelle pour les Lakers qui ne vont pas faire cadeau à Boston d'un bon tour de draft. Voilà la petite parenthèse. Donc, du côté de Los Angeles, on a maintenant, pour attaquer la saison 2017-2018, un effectif qui va se constituer de la façon suivante. Une ligne arrière où on va avoir Lonzo Ball en meneur titulaire et Caldwell Pope en arrière titulaire. On va avoir Brandon Ingram à l'aile, Julius Randle ou Larry Nance Jr. dans le 5 sur le poste 4 et Brook Lopez en pivot. Et c'est un 5 qui est tout à fait équilibré et qui est intéressant, sachant qu'en sortie de banc, on va avoir Jordan Clarkson, on va avoir Luol Holding, on va avoir Lance Jr., on va avoir Zubac, on va avoir Kuzma, qui a fait une Summer League vraiment intéressante, qui peut être un joueur drafté en toute fin de premier tour qui apporte quelque chose. Et on a un 5 majeur et un 5 mineur du côté des Lakers qui est équilibré. Et cette équipe, elle a de la cohérence. Et c'est vraiment intéressant pour attaquer la saison prochaine. Et les Lakers, eh bien, ils peuvent continuer à développer leur noyau dur de jeunes joueurs. Bien entendu Lonzo Ball, bien entendu Brandon Ingram, bien entendu Julius Randle, Larry Nance Jr. Et puis, dans les un peu moins jeunes, mais toujours jeunes, il y a Clarkson, il y a KCP. Donc, on a un noyau dur comme ça de jeunes qu'on peut continuer à développer, tout en ayant un encadrement avec Deng, avec Lopez, de vétérans qui maintiennent la cohésion de tout ça. Maintenant, quel est le projet des Lakers? Bien entendu, l'objectif, c'est pas d'aller gagner le titre avec Brook Lopez et avec Luol Holding. L'objectif des Lakers à l'intersaison prochaine, à l'intersaison 2018, c'est d'essayer de recruter soit LeBron James qui sera free agent, soit Paul George qui sera free agent, soit pourquoi pas les deux. Voilà le grand dessin qui se dessine derrière tous les mouvements que les Lakers sont en train de mettre en place. C'est pour ça que je vous dis, les pièces du puzzle sont en train de s'additionner les unes aux autres et ça commence à devenir intéressant. Alors, la saison prochaine, je vous le disais, Brook Lopez arrivera en fin de contrat, Corey Brewer arrivera en fin de contrat, Julius Randle arrivera en fin de contrat et Caldwell Pope arrivera
en fin de contrat. Du coup, cette équipe de Los Angeles, elle n'aura que 51 millions de dollars de salaire garanti. Donc, avec un salary cap qui sera vraisemblablement à 105-106 millions, ils auront plus de 50 millions pour recruter. Alors, en l'état actuel des choses, avoir 50 millions en banque, 55 millions on va dire, ça ne permet pas d'avoir et LeBron James et Paul George, parce que les deux vont être pratiquement à 30 millions sur la saison prochaine. Donc 30 plus 30, ça fait 60. Les deux, ça me paraît compliqué d'avoir les deux. En l'état actuel des choses, parce que regardez, du côté des Lakers, on a encore provisionné, en contrat garanti sur 2018-2019, 18 millions de dollars pour Luol Deng, qui avait signé un contrat absolument colossal, qui est en fin de carrière et qui, bien entendu, est surpayé à 18 millions par rapport à son rendement actuel. Donc, si les Lakers veulent partir sur cette possibilité d'essayer de recruter ces deux-là, je ne vous dis pas que ça va arriver, je ne vous dis pas que c'est probable, je vous dis que c'est le projet des Lakers. Ça me paraît invraisemblable que LeBron James veuille aller dans la conférence Ouest tellement c'est compétitive, mais on ne va pas reprocher aux Lakers d'essayer de tenter le coup. Et c'est ça que j'essaye de décrypter dans cette vidéo, qu'on soit vraiment clair là-dessus. Si les Lakers arrivent à dégager le contrat de Luol Deng en lui proposant un buy-out, c'est-à-dire je te rachète ton contrat, tu quittes le club, ou en montant un trade contre un autre joueur qui est assez bien payé, dont le contrat s'arrêterait en 2018. Alors là, effectivement, les Lakers, ils peuvent avoir la flexibilité suffisante pour recruter ces deux-là. Pour ça que je vous dis, il y a encore des pièces qui doivent se mettre en place, mais le puzzle commence à prendre forme. On commence à deviner ce qui se passe sur la photo. Vous voyez donc ici, avec les montants présentés, exactement ce que je viens de vous expliquer. En partant du postulat que LeBron James et Paul George vont demander les contrats max, on a donc un LeBron James qui a plus de 10 ans d'ancienneté, qui va donc pouvoir demander jusqu'à 35% du cap, sur un cap à 105-106 millions en prévisionnel sur la saison 2018-2019. Ça fait du 37 millions de dollars sur l'année de référence 1, sur la première année de l'échéance de son contrat. Et puis du côté de Paul George, on aura 8 ans d'ancienneté, donc on peut prétendre jusqu'à 30% du cap, le salaire max est plafonné. C'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur les contrats. Voyez là pour comprendre tout ça. Donc ça fait du 31,5 millions sur l'année 1, année de référence du contrat qu'il signera. Donc on a un total pour les deux joueurs de 68,5 millions de dollars en cap space brut. Avec toujours le contrat de Luol Deng dans les finances, on n'a que 54 millions de disponibles. Par contre, en cap space brut, si on se débarrasse du contrat de Luol Deng, soit en faisant, je vous le disais, un buy-out, soit en montant un trade contre un autre joueur dont le contrat se termine à l'été 2018, soit en l'envoyant contre des tours de draft, mais j'ai du mal à imaginer une équipe se séparer de tours de draft pour absorber l'énorme contrat de 18 millions de Luol Deng pour un joueur qui est en fin de carrière et qui a encore un contrat garanti jusqu'en 2020. Donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, mais après tout, pourquoi pas? On est dans des suppositions, donc imaginons que tout est possible. On a donc un total James plus George à 68,5 millions. La seule solution pour les Lakers, si on veut essayer de recruter les deux, eh bien c'est de se débarrasser du contrat de Luol Deng, ce qui peut dégager jusqu'à 72 millions de dollars. Scénario numéro 1, faisabilité du scénario numéro 1. Par contre, attention les amis, attention, n'oubliez jamais qu'il existe en NBA le principe du cap hold. Le principe du cap hold, je vous l'avais déjà expliqué sur ma vidéo sur le salary cap et sur la vidéo sur les contrats. C'est que, même si, vous voyez, les Lakers, on l'a vu précédemment sur le tableau des salaires, arrivés à la saison 2018-2019, ils n'ont que 51 millions de contrats garantis qui pèsent encore dans les finances. Même si il n'y a que 51 millions qui pèsent dans les finances, les joueurs qui arrivent en fin de contrat, les joueurs qui deviennent agents libres, voient un montant de leur salaire actuel provisionné sur la saison prochaine. Cette règle, elle est en place
pour éviter que des équipes s'amusent à faire ce que les Lakers sont en train de faire, à savoir je signe que des contrats de 1 an à plein de joueurs à gauche à droite, j'arrive à l'intersaison avec 90 millions de dollars en banque, je signe les meilleurs agents libres de la free agency et derrière, grâce aux exceptions Bird, je resigne tous mes anciens joueurs. Alors j'explose ma masse salariale, je paye la taxe de luxe, mais j'ai réussi à me renforcer. C'est pas aussi simple que ça, il y a des règles pour éviter ça. Et donc cette provision du cap hold, on va déduire de la masse salariale réellement disponible sous le plafond du salary cap, on va déduire une provision du futur salaire d'un free agent, d'un agent libre. Donc ça limite la disponibilité réelle d'argent disponible sous le plafond de la masse salariale. C'est ça que je veux vous dire. À titre d'exemple, on l'a dit, les Lakers, ils ont théoriquement 64 millions de dollars disponibles à l'été 2018. Sauf que, avec les cap hold, il y a 34 millions qui sont provisionnés pour Brook Lopez. Il y a 21,5 millions qui sont provisionnés pour KCP, Caldwell Pope, et il y a 5,5 millions qui sont provisionnés pour Randle. Alors, c'est pas un calcul qui tient compte de ce que va demander réellement le joueur pour la saison prochaine. C'est pas, ça ne dépend pas de son potentiel, de ce qu'il va gagner vraiment. C'est un calcul purement mathématique où on prend la somme de tous les anciens salaires et on la majore d'un certain pourcentage. C'est pour ça que Randle a 5,5 millions de provisionnés, alors qu'il va vraisemblablement demander 15, 16, 17, pourquoi pas même jusqu'à 20 millions de dollars à l'été 2018. Il a provisionné que 5,5 parce qu'on est sur les bases de son contrat rookie qui est relativement peu payé, avec toujours des parenthèses et des guillemets, par rapport aux moyennes NBA. Donc, quand vous prenez 54 millions et que vous déduisez tout ça sur le cap hold, en fait, il n'y a rien. Les Lakers, ils n'ont en fait pas d'argent disponible pour recruter à l'été 2018. Alors vous allez me dire, attends, il n'y a rien de plus simple, Blight. Il suffit que les Lakers renoncent au droit de free agent de Brook Lopez. C'est vraisemblablement ce qu'ils vont faire si ils ont la certitude que Paul George ou LeBron James se décident à rejoindre les Lakers. Alors là, effectivement, on enlève les 34 millions prévus pour Brook Lopez, et on arrive à 54, et avec les provisions de KCP et de Randle, on a une disponibilité réelle de 27 millions. Sauf que, je vous l'ai montré tout à l'heure, si James ou George demandent le max, avec 27 millions, on n'a pas assez en banque pour leur faire l'offre max. Donc on est obligé, effectivement, d'explorer encore d'autres pistes. Et la piste la plus facile à explorer et celle qui résout le plus facilement toute cette problématique, c'est la sortie du contrat de Lou Holding de ces 18 millions de dollars sur 2018-2019. À ce moment-là, ça permet aux Lakers de récupérer 72 millions à l'été 2018. Vous rajoutez les cap hold de KCP et Randle et on a en fait 45 millions sous le cap pour recruter. Et là, vous pouvez recruter LeBron James et là, vous pouvez recruter Paul George. Par contre, pas les deux en même temps si vous voulez conserver KCP et Randle. Vous m'avez compris. Donc, si le contrat de Lou Holding pèse toujours dans les finances des Lakers dans un an, c'est impossible de signer et Paul George et LeBron James en même temps. Ça passe pas. Il n'y a pas assez de masse salariale disponible. C'est impossible de signer Paul George ou LeBron James et en même temps de conserver Caldwell Pope. Et ça, c'est très important à avoir en tête. On peut prendre Paul George et re-signer Randle, on peut prendre LeBron James et re-signer Randle, mais on ne peut pas prendre un des deux et conserver Caldwell Pope. Ça n'est pas possible, ça ne matche pas. D'autant plus, souvenez-vous, que Caldwell Pope, il a signé en agent libre, là, à cette intersaison 2017. Donc, ses droits Bird sont réinitialisés. Ça repart à zéro. Donc, dans un an, à l'été 2018, il n'aura droit qu'à ses droits non Bird. Donc, si les Lakers dépassent le salary cap et veulent re-signer Caldwell Pope, ils ne peuvent lui proposer que 120% de N-1 du contrat de l'année dernière. Ça fait donc 120% de 18 millions. Ça fait 21,5 millions sur la base de la première année du contrat avec un maximum de 4 ans. Et c'est pas le salaire max. C'est pas le salaire max. C'est un salaire
extraordinairement bien rémunéré pour Caldwell Pope, mais lui il veut le max. Donc on va rester, on va tabler sur ses dires, et 21,5 millions, c'est pas le max qui en 2018 sera aux alentours de 27-28. Donc les Lakers sont pas en capacité de lui proposer le max. La seule solution, si les Lakers veulent lui proposer le max et en même temps recruter Paul George ou LeBron James et en même temps recruter et conserver Julius Randle, eh bien la seule solution c'est d'avoir du cap disponible, d'avoir de la marge salariale sous le plafond du salary cap pour lui proposer 26-27 millions la saison. Et la seule possibilité pour faire ça, c'est de se débarrasser du contrat toxique de Luol Deng. Donc Luol Deng est vraiment le maître des clés. Il est vraiment le maître des clés sur l'avenir des Lakers. Si Los Angeles arrive à se délester de ces 18 millions, eh bien il y a plein de solutions et plein de possibilités qui s'ouvrent à cette équipe des Lakers. Si par contre Deng est toujours là dans un an, eh bien voyez que les possibilités sont bien moindres. Donc à Magic Johnson de réaliser un coup de maître là-dessus. Le plus probable, le plus facile à mettre en œuvre, c'est un buyout, ce qui effectivement n'est pas trop compliqué, mais ce qui veut dire avoir de la dead money, c'est-à-dire payer dans le vide Luol Deng alors qu'il ne fait plus partie du club. Vous me direz, c'est pas du côté des Lakers qu'on manque de liquidité. Donc c'est une possibilité qui pourrait effectivement ravir tout le monde. Donc voilà, il y a pas mal de choix vraiment tactiques, business et sportifs qui attendent cette équipe des Lakers. Toujours est-il que l'intersaison que Los Angeles a réalisée est une intersaison pertinente, beaucoup plus pertinente que l'intersaison passée où ils n'avaient rien trouvé à la free agency et ils avaient dépensé 30 millions de dollars pour Mozgov et Luol Deng. Ils ont réussi à se débarrasser du contrat de Mozgov. Maintenant, il faut se débarrasser du contrat de Luol Deng. C'est toute cette problématique d'aller signer des joueurs avec des contrats toxiques. Et croyez-moi, ça va être de plus en plus courant en NBA. Cette équipe des Lakers donc sera intéressante pour la saison prochaine. Et le projet sportif qui attend l'équipe dans un an, pour le coup, mérite d'être suivi. Il y a une vision. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime les clubs qui ont une vision, qui a un projet à moyen terme. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. On aura l'occasion, dès que la free agency sera terminée, de vraiment rentrer dans le détail, d'analyse très poussée avec vraiment un décortiquage et un passage au crible de plein de paramètres pour évaluer le rendement et le futur niveau des équipes les plus prometteuses et les plus actives à l'intersaison. D'ici là, bon été, bon match à tous.